Le couloir sentait le pain chaud et l'eau de Javel, un mélange étrange, familier. Mes jambes ont flanché, j'ai glissé le long du mur froid, mon tablier noir se froissant contre le carrelage. Mes mains tremblaient, posées sur mes genoux, mon cœur battait à tout rompre. Je venais de briser le silence. Après des années à me cacher derrière les plateaux et les uniformes, à enfouir si profondément la femme que j'étais, que j'avais presque cru qu'elle avait cessé d'exister, Marie Dubois venait d'ouvrir la bouche. Et là, assise par terre entre les effluves de la cuisine et le luxe feutré du ciel de Paris, je ne savais pas si je venais de me sauver ou de me détruire. Une seule chose était certaine, une certitude que je n'avais pas ressentie depuis des lustres. J'avais fait ce qu'il fallait. Et rien, absolument rien, ne serait plus jamais pareil après cette soirée. Mon Dieu, comment avais-je pu en arriver là? Je crois que ça avait commencé il y a un mois. Ou deux. Les journées se mélangeaient, elles étaient toutes pareilles. Servir, ranger, disparaître. Mon chef de salle, Hervé, un homme chauve et rond qui passait sa vie à suer et à répéter les mêmes mantras, disait que la meilleure serveuse était celle qui n'existait pas. Vous servez, vous débarrassez, vous n'existez pas. Compris? Je hochais la tête comme tout le monde. Ici, la discrétion était une seconde peau, une carapace, et j'en avais bien besoin. Mais bon, revenons un peu en arrière. Ce soir-là, tout avait été bousculé. J'avais ajusté mon tablier pour la 1000e fois avant de pousser la lourde porte de la cuisine du ciel de Paris. Ce restaurant, c'est le genre d'endroit où un seul plat coûte plus que ce que je gagne en une semaine. Un monde que j'avais fui, sans doute, mais qui me rappelait étrangement un autre monde que j'avais connu jadis. Table 12, renfort. Qu'Hervé m'a lancé, sans même me regarder. Dîner d'affaires, 2 Australiens, une Allemande. Contrat important, le vin est déjà en carafe. Tu sers, tu débarrasses, tu n'existes pas. J'avais hoché la tête, mon mantra. Hervé ne savait pas qu'il me rendait service. L'invisibilité, c'était devenu ma spécialité. Une ombre avec un plateau, une main qui apparaît et disparaît, personne ne retenant le visage derrière. Mais ce soir-là, en alignant les verres en cristal sur le plateau en argent, mes mains avaient tremblé. Pas de nervosité, non. C'était plus profond, plus ancien. Le genre de frisson que le corps ressent avant que l'esprit ne comprenne. Comme un soldat qui sent la poudre avant d'entendre le coup de feu. Allemande. Quelqu'un à cette table parlait allemand. J'ai respiré profondément, forcé mes épaules à se détendre, et j'ai poussé la porte de la salle à manger, mon plateau équilibré comme si je ne portais que du cristal et du vin, et non le poids d'une vie que j'essayais désespérément d'oublier. La table 12 était nichée dans le coin le plus intime du ciel de Paris, séparée des autres par des panneaux de bois sombre et un éclairage indirect qui transformait chaque visage en quelque chose de cinématographique. Je me suis approché en silence, mes chaussures plates absorbant chaque pas sur la moquette Bordeaux. 3 personnes occupaient la table. Le premier, un homme aux cheveux poivre et celles coupées avec précision, costume bleu marine sans cravate, une montre qui captait la lumière des bougies d'une manière qui annonçait son prix sans avoir besoin d'étiquette. Julien Beaumont. Je ne connaissais pas encore son nom, mais je reconnaissais le type. Des hommes qui occupent l'espace, pas seulement avec leur corps, mais avec leur présence. À côté de lui, légèrement penché comme pour maintenir une proximité stratégique, un homme plus jeune, costume sombre, cheveux gominés, un sourire trop facile pour être sincère. Il y avait quelque chose dans ses yeux que j'ai reconnu instantanément. Le calcul déguisé en charme. Pierre Dubois. Il tenait une maillette en cuir avec des documents qui semblaient bien trop importants pour ce sourire insouciant. La troisième personne était l'étrangère, une femme. Posture rigide, grandes mains posées sur la nappe blanche, yeux clairs, expression sérieuse quand elle parlait. Sophie Muller. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Es freut mich, dass wir uns endlich persönlich treffen, Herr Beaumont.
Diese Partnerschaft könnte für beide Seiten sehr bedeutsam sein. J'ai failli laisser tomber le plateau, non pas à cause du choc, mais parce que chaque mot en allemand entrait dans mon esprit comme l'eau trouvant un lit de rivière asséché. Avec vitesse, avec force, avec la naturalité dévastatrice de quelque chose qui avait toujours appartenu à cet endroit. La traduction s'est formée automatiquement dans ma tête, complète, précise, instantanée, comme si quelqu'un avait activé une machine que j'avais juré de ne plus jamais allumer. J'ai commencé à verser le vin avec des mouvements mécaniques, me concentrant sur l'angle de la bouteille, le niveau dans chaque verre, tout ce qui pouvait occuper mes mains et faire taire mon esprit. Mais mon esprit refusait d'obéir. Pierre Dubois s'est penché vers Julien et a traduit. Elle dit qu'elle est très honorée de cette rencontre et qu'elle a de grandes attentes pour ce partenariat. J'ai cligné des yeux. La traduction n'était pas fausse. Elle était simplifiée, générique, mais acceptable. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que je devrais juste servir le vin et retourner en cuisine. Julien a répondu. Dites à Madame Miller que l'admiration est mutuelle. J'ai suivi le travail de sa société pendant des années et je pense qu'ensemble, nous pouvons construire quelque chose d'extraordinaire sur le marché européen. Pierre s'est tourné vers Sophie Miller et a traduit. Un frisson m'a parcouru l'échine. Pierre avait remplacé extraordinaire par simple, avait éliminé toute la phrase sur le marché européen, avait réduit une admiration sincère à une courtoisie bureaucratique qui faisait paraître Julien désintéressé. Cela pouvait être une erreur. Les traducteurs simplifient parfois les phrases pour maintenir la fluidité. Je me suis accroché à cette possibilité en retournant au poste de service. J'ai commencé à polir des couverts déjà impeccables, mais mes oreilles sont restées rivées sur la table 12 comme deux antennes pointées sur une seule fréquence. Sophie Muller a répondu en allemand, cette fois avec une déclaration plus longue et plus technique. J'ai traduit mentalement, je dois être honnête. Le contrat contient des clauses problématiques, notamment la répartition des bénéfices. Nous avions discuté de 50-50, mais le contrat stipule 60-40 en faveur de votre entreprise. C'était une plainte sérieuse, le genre qui pouvait faire échouer toute une négociation si elle n'était pas traitée avec transparence. Pierre Dubois a écouté, a hoché la tête lentement et a traduit pour Julien. Madame Muller a dit qu'elle était satisfaite des termes du contrat. Elle a juste demandé quelques ajustements mineurs de formatage. J'ai posé le couvert que je polissais. Il a frappé le comptoir avec un tintement aigu. Mes mains tremblaient, et ce n'était plus l'ancien tremblement de la reconnaissance. C'était de la pure indignation. Pierre ne simplifiait pas. Pierre mentait. Il avait transformé une plainte légitime en approbation. Il avait fait passer une femme d'affaires sérieuse pour complaisante, alors qu'elle remettait en question l'éthique du contrat. Je suis retourné en cuisine, poussant la porte avec mon épaule. Il faut plus de pain à la table 12, ai-je dit à Hervé, bien que personne n'ait demandé de pain. J'avais besoin d'une raison de retourner à cette table. J'avais besoin d'en entendre plus avant de prendre une décision qui pourrait me coûter mon emploi, car c'était ce qui était en jeu. Pas l'héroïsme, pas la justice abstraite. C'était le salaire qui couvrait le traitement de ma mère, Anne, à l'hôpital Sainte-Marie, à Lyon. Le toit sur la tête d'une femme qui avait tout donné pour que sa fille puisse étudier et qui dépendait maintenant de cette même fille pour chaque souffle, chaque médicament, chaque nuit sans douleur. J'ai préparé la corbeille à pain avec des mains désormais stables, la stabilité qui vient après la peur, quand la décision n'a pas encore été prise, mais que le corps sait déjà comment les choses vont tourner. Je suis revenu dans la salle. Sophie Muller feuilletait le contrat imprimé, pointant des paragraphes spécifiques et posant des questions détaillées en allemand. J'ai posé la corbeille sur la table avec une révérence silencieuse et j'ai écouté. « Cette clause ici, » a dit Sophie, tapant du doigt sur le papier. Cette clause, section 7.3, elle stipule que tous les litiges seront résolus selon le droit australien. Nous avions convenu qu'un tribunal d'arbitrage international neutre aurait compétence.
La compétence en matière de contrats internationaux, c'était la différence entre une protection mutuelle et un piège juridique. Si Sophie signait en acceptant la juridiction australienne sans se rendre compte que cela contredisait l'accord original, elle donnerait tout le pouvoir juridique à l'équipe de Julien. Pierre a traduit sans hésitation. Il a loué la rédaction de la clause de résolution des litiges, a dit qu'elle était très bien structurée. Julien a souri avec satisfaction. Bien, notre équipe juridique a travaillé dur là-dessus. Sophie a continué, son ton plus ferme maintenant. Ich bin nicht einverstanden damit. Können wir das ändern? Je ne suis pas d'accord. Pouvons-nous changer cela? Pierre n'a même pas ce qu'il est. Il a demandé, le vin est-il de cette région? Monsieur Beaumont semble l'apprécier beaucoup. Mon sang s'est glacé. Sophie avait exprimé un désaccord formel sur la juridiction et Pierre l'avait transformé en un commentaire sur le vin. C'était tellement effronté que, l'espace d'un instant, je me suis demandé si je ne perdais pas la tête, si mon allemand s'était peut-être érodé après tant d'années. Mais non, je savais ce que j'avais entendu avec la même certitude que je savais respirer. Julien a ri. Dites-lui que c'est un excellent Shiraz de la vallée de Barossa. Et tandis que Pierre traduisait la réponse sur le vin avec une précision impeccable, car quand l'information était insignifiante, il était d'une justesse irréprochable, j'ai vu Sophie froncer légèrement les sourcils. L'Allemande avait attendu une réponse sur la juridiction et avait reçu un commentaire sur les raisins. Mais comme elle ne comprenait pas l'anglais, elle n'avait aucun moyen de savoir que sa question sérieuse avait été remplacée par une trivialité. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous, à ma place. Rester invisible, rentrer chez moi avec mon salaire et oublier tout ça, ou risquer mon gagne-pain, ma seule encre, pour un principe qui ne me regardait plus. C'est le genre de dilemme qui vous tord les boyaux. Mes pensées s'embrouillaient, ma respiration devenait superficielle. Le repas tirait à sa fin, la négociation atteignait son moment critique. Sophie tenait le stylo au-dessus du contrat, posant une dernière question. Juste pour confirmer, la répartition des bénéfices était bien 50-50 comme nous en avons discuté, n'est-ce pas? Pierre a souri. Il dit qu'il est prêt à signer. Aucune objection. Sophie a positionné le stylo sur le papier. Julien souriait. Pierre tenait la mallette comme quelqu'un tient un trophée. Je me suis penché pour verser du vin dans le verre de Julien Beaumont. J'étais si proche que je pouvais sentir son eau de Cologne, la chaleur émanant du tissu de son costume, la texture du contrat à quelques centimètres de mes doigts. Puis, de la voix la plus basse que je pouvais maîtriser sans être inaudible, j'ai murmuré à son oreille « Monsieur, votre traducteur ment. L'Allemande vient de demander si la répartition est bien de 50-50 comme convenu. Elle n'a pas dit qu'elle voulait signer. Elle pose une question. Et concernant la clause de juridiction, Madame Muller n'est pas d'accord. Ils avaient convenu d'un arbitrage international. Votre traducteur a dit qu'elle en avait loué la rédaction. Julien Beaumont s'est figé. Le verre s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux se sont posés lentement sur moi, et ce que j'ai vu dans ce regard, je le connaissais bien. La désorientation de quelqu'un qui réalise que le sol sous ses pieds n'est pas solide. « Êtes-vous certaine ?» a-t-il murmuré si doucement que j'ai presque dû lire sur ses lèvres. « Absolument. » Le silence entre nous a duré 2 respirations. Puis, avec un sang-froid qui m'a impressionné moi-même, Julien a posé le verre sur la table, a regardé Sophie Muller et a dit quelque chose que personne n'attendait. « Madame Muller, entschuldige Sie bitte. »« Madame Muller, veuillez m'excuser. » Son allemand était rudimentaire, fortement accentué, mais c'était de l'allemand. Julien Beaumont s'excusait directement, court-circuitant complètement Pierre. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Pierre Dubois a cessé de sourire. Julien s'est levé de table, a boutonné sa veste et s'est dirigé vers moi. « Suivez-moi maintenant. » J'ai décrit ce qui s'est passé ensuite, mon effondrement dans le couloir, le mélange d'épuisement et d'adrénaline. Je sentais mes jambes me lâcher, l'air me manquer. C'était la peur, oui,
la peur de l'inconnu, du lendemain, mais c'était aussi un étrange soulagement. Comme si une chape de plomb, portée des années, venait de se soulever. Dans le couloir étroit entre la salle à manger et la cuisine, un espace qui sentait le pain chaud et l'eau de vaisselle, Julien m'a fait face. « Qui êtes-vous » J'ai soutenu son regard. J'ai vu mon propre reflet dans ses yeux gris. Une femme en tablier noir, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage, l'air aussi déplacé qu'un livre rare sur une étagère de supermarché. Je suis la serveuse qui a servi votre table. Les serveuses ne parlent pas allemand. Celle-ci, oui. Julien m'a étudié longuement. Je n'ai pas détourné le regard. Toutes les traductions qu'il a données ces 40 dernières minutes ont été modifiées, ai-je dit, avant qu'il ne puisse en demander davantage. Il a adouci les objections, omis les questions sur la répartition des bénéfices et inversé la position sur la juridiction. Madame Muller pense qu'elle négocie. Votre traducteur s'assure qu'elle signe sans savoir à quoi elle consent. Julien a passé une main sur son visage. Pourquoi me dites-vous cela? Vous ne me connaissez pas. Vous auriez pu rester silencieuse et rentrer chez vous avec votre salaire. La question a percé quelque chose en moi. Il avait raison. J'avais toutes les raisons de rester silencieuse. La facture de l'hôpital, le loyer. Parce que je sais ce qui arrive quand quelqu'un qui est censé traduire la vérité décide de traduire des mensonges à la place. Ai-je répondu, et ma voix n'a pas tremblé. Mais il y avait quelque chose en elle qui a fait comprendre à Julien que cette femme ne parlait pas de théorie. Elle parlait d'expérience, de cicatrices. Julien a hoché la tête une fois. « Restez ici, ne quittez pas ce restaurant. » Elle était retournée à la table 12 d'un pas qui n'était plus celui d'un homme qui dîne. C'était celui de quelqu'un qui venait de découvrir qu'il était assis avec un ennemi déguisé en allié. Julien est revenu à la table 12 avec l'expression d'un homme qui avait appris à masquer les tremblements de terre interne derrière des sourires corporatifs. Mais à l'intérieur, chaque pas portait le poids d'une certitude fraîchement née qui changeait tout. L'homme assis à sa droite, l'homme en qui il avait confiance pour être sa voix dans une autre langue, le volait sous son nez. Il s'est rassis, a ajusté la serviette sur ses genoux et a regardé Pierre Dubois avec la même cordialité qu'auparavant. Il avait besoin de plus que le mot d'une serveuse pour accuser quelqu'un. Il avait besoin de preuves. « Pierre » a-t-il dit avec désinvolture, ramassant le verre de vin. Avant de continuer, demandez à Madame Muller de répéter sa position sur la répartition des bénéfices. Je veux m'assurer d'avoir bien compris. Pierre a maintenu le sourire. Bien sûr, Monsieur Beaumont. Il s'est tourné vers Sophie et a parlé en allemand. Dans le couloir derrière la porte de la cuisine, j'étais de nouveau debout. Je m'étais relevé du sol froid, j'avais lissé mon tablier et j'avais marché jusqu'à l'entrebâillement de la porte qui donnait sur la salle à manger. De là, je pouvais entendre la table 12 avec assez de clarté pour que chaque syllabe arrive intacte. Et ce que Pierre avait dit en allemand n'était pas ce que Julien avait demandé. Julien avait demandé à Sophie de répéter sa position sur la répartition des bénéfices. Pierre avait demandé si Sophie était satisfaite du contrat. C'étaient des questions complètement différentes. L'une cherchait la transparence, l'autre induisait l'accord. Sophie a répondu avec l'honnêteté directe que je reconnaissais déjà comme sa signature. Comme je l'ai déjà dit, la répartition des bénéfices dans le contrat s'écarte de notre accord initial. 50 à 50 était la base. Le contrat stipule 60-40. J'ai retenu ma respiration. Sophie répétait exactement ce qu'elle avait dit auparavant. C'était la deuxième fois qu'elle soulevait la question. Et maintenant, Pierre devrait traduire devant un Julien qui connaissait déjà la vérité. Pierre s'est tourné vers Julien avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait cela des dizaines de fois sans conséquence. Madame Muller confirme qu'elle est à l'aise avec les conditions financières, dit que la répartition est adéquate. Julien n'a pas bougé un seul muscle de son visage, mais j'ai vu, même à distance, quelque chose changer dans ses yeux, une dureté qui n'était pas là auparavant. Le genre de froideur que des hommes comme lui développent, non pas par cruauté, mais par nécessité.
Quand ils découvrent que quelqu'un en qui ils avaient une confiance utilisait cette confiance comme une arme de trahison. Intéressant, a dit Julien, et le mot est sorti si neutre qu'il pouvait signifier n'importe quoi. Et la clause de juridiction, qu'en pense-t-elle? Pierre n'a pas hésité. Il s'est tourné vers Sophie et a demandé quelque chose en allemand que j'ai saisi instantanément. Madame Muller, êtes-vous prête à signer le contrat maintenant, Madame Muller? J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Pierre n'avait pas osé de questions sur la juridiction. Il avait demandé si Sophie était prête à signer. Il orientait toute la conversation vers une signature qui bénéficierait à quelqu'un, et je commençais à comprendre que ce quelqu'un n'était peut-être pas Julien. Sophie a froncé les sourcils. Nicht zur Unterzeichnung, nein, noch nicht. Ich warte immer noch auf eine Antwort bezüglich der von mir angesprochenen Klauseln, insbesondere der Schiedsklausel. Pas pour signer, non, pas encore. J'attends toujours une réponse concernant les clauses que j'ai soulevées, notamment la clause d'arbitrage. Pierre a écouté, et pour la première fois, j'ai remarqué quelque chose de différent sur son visage. Une fraction de seconde où le sourire a vacillé, un clin d'œil plus long que la normale. La micro-expression de quelqu'un qui sent que le scénario commence à lui échapper, mais il s'est vite ressaisi. Il est impatient de conclure, a demandé si nous pouvions accélérer la signature ce soir. Julien a posé le verre de vin sur la table avec un soin excessif, le genre de soin qui vient quand les mains veulent faire quelque chose de très différent de ce qu'elles font. « Pierre, a-t-il dit, et maintenant sa voix était différente, plus basse, plus lente. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait lors d'une négociation. » Pierre a incliné la tête. « Bien sûr, monsieur, tout ce dont vous avez besoin. Je vais demander à la serveuse qui nous a servi ce soir de venir à table. » Le silence qui a suivi était si dense que j'en ai senti le poids de l'autre côté de la porte. Pierre a cligné des yeux 2 fois en succession rapide. « La serveuse ?» a-t-il répété, et pour la première fois sa voix a perdu sa douceur professionnelle. « Oui, a dit Julien, celle qui a versé le vin. » Pierre a lâché un petit rire, le genre de rire que les gens utilisent quand ils ne comprennent pas la blague, mais savent qu'ils doivent réagir. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Beaumont, nous sommes au milieu d'une négociation internationale. Je ne pense pas qu'une serveuse... » « Je n'ai pas demandé ce que vous pensiez, » a interrompu Julien, et les 6 mots sont tombés sur la table comme des pierres. Le rire de Pierre s'est éteint. Sophie Muller a observé la scène sans comprendre les mots, mais lisant parfaitement le langage corporel, la tension soudaine entre les 2 Australiens, le changement de ton, le silence qui pesait maintenant sur la table comme un nuage avant la tempête. Julien a fait un geste discret au serveur le plus proche. Appelez la femme qui servait cette table. Marie, je crois. J'ai entendu mon nom de l'autre côté de la porte et mon estomac s'est noué. Il se souvenait de mon nom. Je ne me souvenais pas de le lui avoir dit. Peut-être était-ce sur le badge. Peut-être était-il le genre d'homme qui lit les badges des serveuses. Quelle qu'en soit la raison, j'étais maintenant convoqué à une table où un homme que je venais d'exposer attendait avec des yeux qui pouvaient contenir soit de la gratitude, soit de la destruction. J'ai poussé la porte de la salle à manger, j'ai traversé la moquette bordeaux d'un pas qui semblait normal, mais qui portait le poids d'une décision irréversible, et je me suis arrêté à côté de la table 12. « Monsieur », ai-je dit, et ma voix est sortie stable, malgré tout. Julien m'a regardé, puis Sophie, puis Pierre, puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. « Marie, je vais vous demander de faire quelque chose d'inhabituel. Je vais prononcer une phrase en anglais, et je veux que vous la traduisiez directement en allemand. Pour Madame Muller. Pouvez-vous faire ça? » Le restaurant entier a semblé rétrécir. J'ai senti le regard de chaque membre du personnel qui passait. J'ai senti le poids de mon tablier sur mes épaules, comme s'il était fait de plomb. J'ai senti l'odeur du vin rouge et du pain chaud, et l'eau de Cologne coûteuse des hommes à 7-Eleven. Et sous tout cela, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une étincelle. Petite, fragile,
mais une fierté indubitable. Oui, ai-je répondu. Pierre Dubois s'est agité sur sa chaise. Monsieur Beaumont, c'est complètement inutile. Je suis votre traducteur officiel et je peux vous assurer que... La phrase est la suivante, a continué Julien, ignorant Pierre comme s'il avait cessé d'exister. Il m'a regardé directement et a parlé lentement, avec une clarté absolue. Madame Muller, je m'excuse. Je crois qu'il y a eu de sérieux problèmes de traduction ce soir. J'aimerais vous demander directement, quelle est votre véritable position sur la répartition des bénéfices et la clause de juridiction du contrat? J'ai regardé Sophie Muller. L'Allemande me regardait avec une curiosité sincère. Pas la curiosité condescendante de quelqu'un qui regarde une serveuse tenter sa langue, mais l'attention respectueuse de quelqu'un qui sentait que quelque chose d'important était en train de se produire. J'ai respiré profondément et j'ai parlé. La prononciation était impeccable. La grammaire parfaite, l'intonation, celle de quelqu'un qui n'avait pas seulement appris l'allemand, mais avait vécu à l'intérieur de la langue assez longtemps pour en connaître les textures, les rythmes, les subtilités. Le silence qui a suivi a duré exactement 4 secondes. Je les ai comptés. Dans la première seconde, les yeux de Sophie Muller se sont écarquillés. Dans la seconde, Pierre Dubois a pâli. Dans la troisième, Julien Beaumont a fermé les yeux brièvement, comme quelqu'un qui reçoit la confirmation de quelque chose d'attendu qui fait encore mal. Dans la quatrième, Sophie Muller a commencé à parler et ne s'est plus arrêtée. Endlich, versteht mich jemand. Enfin quelqu'un me comprend, s'est-elle exclamée, et il y avait un soulagement si palpable dans sa voix que j'ai senti mes yeux piquer. J'ai traduit à voix haute en regardant Julien. Elle dit, enfin quelqu'un me comprend. Qu'elle a répété toute la soirée que la répartition des bénéfices dans le contrat est de 60 camions, pas de 50-50. Comme convenu que la clause d'arbitrage a été modifiée unilatéralement. Qu'elle a soulevé ces questions à plusieurs reprises, mais que les réponses qu'elle a reçues n'avaient aucun sens. Qu'elle pensait que c'était un malentendu culturel. Julien a écouté chaque mot sans bouger. Quand j'ai eu fini, il s'est tourné vers Pierre Dubois. Le sourire avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose que j'ai reconnu immédiatement, l'expression d'un animal acculé calculant les voies de fuite. « Pierre », a dit Julien, et sa voix était si contrôlée, c'était plus effrayant que n'importe quel cri. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Pierre a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. « Monsieur Beaumont, il y a eu un malentendu. L'allemand juridique est extrêmement complexe et certaines nuances peuvent... » Question simple, a interrompu Julien. Madame Muller a-t-elle dit à un moment donné ce soir qu'elle était satisfaite de la répartition des bénéfices? L'interprétation de certaines expressions allemandes peut varier selon oui ou non, Pierre. Le silence qui a suivi a été la réponse. Julien s'est levé de sa chaise, non pas avec hâte, mais avec la délibération calculée de quelqu'un qui prend des décisions valant des fortunes chaque jour et sait que la façon dont vous vous levez d'une table en dit autant que les mots que vous prononcez. « Marie », a-t-il dit, et maintenant il me regardait avec une expression entièrement différente de toutes celles qu'il avait utilisées ce soir-là. « Pourriez-vous dire à Madame Muller que je m'excuse sincèrement pour tout ce qui s'est passé, que la réunion est suspendue, que je la contacterai personnellement avec un nouveau traducteur certifié pour refaire toute la négociation à partir de zéro, et que sa confiance m'est plus précieuse que n'importe quel contrat. » J'ai traduit chaque mot sans altérer une seule virgule. Sophie Muller a écouté, et quand j'ai eu fini, l'Allemande a fait quelque chose que personne à cette table n'attendait. Elle m'a tendu la main. « Danke, merci », a-t-elle dit simplement. « Merci. » J'ai serré sa main et j'ai senti la fermeté de la prise, le respect contenu dans ce simple geste, et j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour m'empêcher de pleurer là, sur le champ. Julien a ramassé le contrat qui était posé sur la table, celui que Sophie avait failli signer, et l'a plié en deux d'un mouvement sec. « Pierre, a-t-il dit sans le regarder, quittez ce restaurant, mon avocat vous contactera. »
Pierre s'est levé, ses mains tremblaient, il a ouvert la bouche une dernière fois comme pour dire quelque chose, mais a trouvé dans les yeux de Julien quelque chose qui l'a fait changer d'avis. Il a pris sa veste sur le dossier de la chaise et s'est dirigé vers la sortie sans regarder en arrière. Le son de ses chaussures sur la moquette a été le seul adieu. Quand la porte du restaurant s'est refermée derrière Pierre, Julien s'est tourné vers moi. Sophie a observé la scène en silence, comprenant déjà plus que n'importe quelle traduction n'aurait pu expliquer. « Vous avez sauvé cette négociation », a dit Julien. « Et vous avez probablement sauvé mon entreprise d'un procès international qui coûterait plus que ce que je ne peux calculer en ce moment. » Je ne savais pas quoi dire. Je me tenais à côté d'une table avec deux des hommes les plus puissants de cette pièce, vêtus d'un tablier de serveuse, de chaussures plates, les cheveux retenus par un simple élastique, après avoir démantelé une fraude dans une allemande impeccable. « J'ai juste fait ce qui était juste », ai-je répondu. Julien m'a étudié un instant. « Qui êtes-vous, Marie ?» Et cette fois, je veux la vraie réponse. J'ai regardé mes propres mains, les mêmes mains qui servaient le vin et débarrassaient les assiettes, venaient de traduire simultanément une négociation d'entreprise avec la fluidité de quelqu'un qui avait fait cela professionnellement. « C'est une longue histoire, » ai-je murmuré. « J'ai toute la nuit, » a répondu Julien, et quelque chose dans sa façon de le dire, sans pression, sans exigence, juste la patience sincère de quelqu'un qui reconnaît que certaines histoires ont besoin d'espace pour être racontées, m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Le désir d'être vu, non pas comme une serveuse, non pas comme une ombre, non pas comme la femme qui se cachait derrière des tabliers pour survivre, mais comme Marie Dubois, entière avec tout ce que cela signifiait. Et pour la première fois depuis des années, la peur de montrer qui j'étais vraiment a semblé plus petite que la peur de continuer à prétendre que cette personne n'existait pas. Le restaurant s'était vidé. La plupart des tables étaient déjà débarrassées. Les lumières de la salle à manger avaient été tamisées de moitié et les serveurs circulaient en pilote automatique, ramassant les verres et pliant les serviettes avec l'efficacité mécanique des gens qui avaient déjà pointé mentalement. Mais à la table 12, le temps semblait s'être arrêté. Sophie Muller avait dit au revoir d'une poignée de main ferme à Julien et d'une seconde, plus longue, plus significative, à moi. Elle a dit qu'elle faisait confiance à la parole de Julien et que ma présence ce soir-là avait empêché quelque chose qui aurait pu détruire la relation entre les deux entreprises. Elle a quitté la salle à manger avec la posture droite d'une femme qui avait retrouvé la certitude qu'elle avait affaire à des personnes honnêtes. Maintenant, nous n'étions plus que deux. Julien Beaumont avec sa veste ouverte et la cravate qu'il n'avait jamais portée ce soir-là, et moi, Marie Dubois, avec le tablier noir et mes mains croisées sur mes genoux, comme quelqu'un qui tient quelque chose d'invisible. « Asseyez-vous », a dit Julien, en désignant la chaise qu'avait occupée Sophie. J'ai hésité. Les serveuses ne s'asseyaient pas aux tables des clients. C'était l'une de ces règles non écrites qu'Hervé répétait comme un mantra pendant les premiers jours de formation. Mais Hervé était déjà rentré chez lui, et les règles de cette nuit avaient été réécrites il y a longtemps. Je me suis assise. La chaise était plus confortable que n'importe quoi dans mon petit appartement. Le rembourrage était doux contre le dos endolori de quelqu'un qui passait 8 heures debout à porter des plateaux. « 7 langues », a dit Julien soudainement, comme s'il reprenait une conversation qui n'existait que dans sa tête. « C'est ce que vous parlez ?» Je l'ai regardé. « Comment savez-vous ?» ?»« Je ne sais pas. Je demande, mais la façon dont vous avez traduit ce soir, ce n'était pas quelqu'un qui parle 2 ou 3 langues. C'était quelqu'un qui vit à l'intérieur d'elle. » J'ai gardé le silence un instant. Puis j'ai expiré lentement, comme quelqu'un qui ouvre une porte qui était restée verrouillée trop longtemps et ne sachant plus ce qui se trouve de l'autre côté. « 7, ai-je dit. Je parle 7 langues. Anglais, allemand, français, italien, mandarin, arabe et indonésien. » Julien n'a pas réagi avec l'étonnement théâtral que j'attendais. Au lieu de cela, il s'est penché en avant et m'a regardé avec quelque chose de plus proche du respect que de la surprise.
Où apprend-on cette langue? A-t-il demandé. Dans la vie, ai-je répondu. Et quand j'ai réalisé que la réponse était trop évasive, j'ai ajouté, mon père était diplomate. J'ai grandi en changeant de pays tous les 2 ou 3 ans. Avant de finir l'école, j'avais déjà vécu dans 6 pays différents. Un diplomate, a répété Julien, et le mot a plané entre nous comme un pont reliant 2 mondes qui n'auraient pas dû se rencontrer. Oui, il a servi au ministère des Affaires étrangères. Nous avons eu des postes à Bruxelles, à Tokyo, à Berlin. Chaque déménagement était une nouvelle langue. Et mon père avait une règle. À la maison, nous parlions anglais. Dehors, la langue du pays. Au dîner, il choisissait une langue différente chaque soir. Et l'arabe? A demandé Julien. Le Caire. Mon père était en poste à l'ambassade de France en Égypte quand j'étais enfant. Nous y sommes restés quelques années. L'arabe n'est pas une langue que l'on apprend en classe. C'est une langue que l'on absorbe à travers la musique, la nourriture, le rythme des conversations sur les marchés. Julien m'a observé avec une attention que je n'avais reçue de personne depuis très longtemps. Ce n'était pas l'attention de quelqu'un qui évalue, c'était l'attention de quelqu'un qui écoute. Avec un tel parcours, vous devriez travailler dans des ambassades, des organisations internationales, des multinationales, a dit Julien, pas verser du vin dans un restaurant. La phrase ne portait aucun jugement. Elle venait avec l'étonnement sincère de quelqu'un qui n'arrivait pas à assembler les pièces du puzzle. J'ai regardé mes propres mains. Ongles courts, pas de vernis, peau desséchée par le contact constant avec l'eau chaude et les produits de nettoyage. Des mains qui signaient autrefois des documents en 5 langues et qui maintenant portaient des plateaux. J'ai travaillé comme interprète et traductrice assermentée, ai-je dit, et ma voix a baissé. Après le décès de mon père, je suis revenu à Lyon et j'ai bâti une carrière. J'ai traduit des contrats internationaux, assisté à des négociations de haut niveau, fait de l'interprétation simultanée lors de conférences. Que s'est-il passé? J'ai respiré profondément. C'était la question que j'avais évitée pendant des années. La question que mes quelques amis restants avaient appris à ne plus poser. J'avais un associé, et je dis, Stéphane, nous avons travaillé ensemble pendant des années. Il gérait le côté administratif et commercial. Je m'occupais des langues et des contrats. Ça semblait parfait. Nous étions complémentaires. J'ai fait une pause. Julien a attendu. Je lui faisais entièrement confiance. Tellement confiance que j'ai signé des documents qu'il me présentait sans lire chaque clause, parce que je croyais qu'il protégeait nos intérêts. Et c'est exactement ce qu'il a utilisé contre moi. Ma voix n'a pas tremblé, mais il y avait une tension en elle qui semblait coûter plus que n'importe quelle émotion visible. Stéphane a détourné de l'argent de clients en utilisant mon nom. Il a falsifié des traductions de contrats au profit de l'une des parties, exactement ce que Pierre a fait ce soir. Et quand le scandale a éclaté, toute la responsabilité est tombée sur moi. Mon nom figurait sur les documents, ma signature, mes références. Julien s'est tu. J'ai remarqué qu'il avait cessé de respirer un instant. J'ai tout perdu, ai-je continué. Ma licence, ma réputation, mes clients, les portes que j'avais passé des années à ouvrir se sont refermées en quelques semaines. Personne ne voulait de la traductrice impliquée dans un scandale de fraude. Et Stéphane a disparu. Il a pris l'argent et s'est volatilisé. Jamais retrouvé. Le silence entre nous était différent maintenant. Ce n'était pas le silence tendu de la table 12 pendant le dîner. C'était le silence qui existe quand quelqu'un vient de montrer une blessure et que l'autre décide comment la tenir sans causer plus de douleur. « Et votre mère ?» a demandé Julien, et j'ai été prise au dépourvu. « Comment savez-vous pour ma mère? Vous l'avez mentionné dans le couloir. Quand j'ai dit que vous auriez pu rester silencieuse, j'ai vu dans vos yeux que quelqu'un dépendait de vous. » J'ai dégluti la boule qui se formait dans ma gorge. Ma mère, Anne, est tombée malade peu de temps après tout cela. Diagnostic grave, traitement coûteux. Je n'avais aucun revenu, aucune réputation, aucune perspective. Personne n'engagerait Marie Dubois
la traductrice du scandale. Mais tous les restaurants avaient besoin de serveuses. J'ai passé rapidement ma main sur mes yeux, un geste qui essayait de paraître désinvolte, mais ne trompait personne. Donc, la femme qui parle 7 langues, qui a grandi dans des ambassades, qui a traduit des contrats internationaux, a mis un tablier et a appris à être invisible pour pouvoir payer le traitement de sa mère à l'hôpital Sainte-Marie. Oui, ai-je dit, et ça a marché. Personne ne regarde une serveuse. Personne ne demande d'où elle vient. Personne ne veut savoir ce qu'elle sait. Et pendant un temps, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ne pas être vu. Julien s'est adossé à sa chaise et a passé une main le long de sa mâchoire. J'ai reconnu le geste. C'était le même qu'il faisait lorsqu'il traitait des informations importantes pendant le dîner. Jusqu'à ce soir, a-t-il dit. Jusqu'à ce soir, ai-je confirmé. Pourquoi ce soir? Qu'est-ce qui a changé? J'ai regardé la table 12, les verres à moitié vides, la corbeille à pain que j'avais moi-même apportée comme excuse, l'endroit où le contrat plié avait été. Parce que j'ai vu la même chose se reproduire. Ai-je répondu. Exactement la même chose. Un traducteur utilisant la confiance de quelqu'un pour manipuler la vérité. Et j'étais là à tout entendre, à tout comprendre, et le silence pesait plus lourd que toutes les conséquences que je pouvais affronter. J'ai fait une pause. Quand Pierre a traduit cette plainte sur la répartition des bénéfices comme si c'était un compliment, quelque chose s'est brisé en moi. Une reconnaissance. Je me suis revu des années auparavant, découvrant que quelqu'un en qui j'avais confiance faisait exactement ça. Et je me suis dit, si quelqu'un m'avait prévenu à l'époque, peut-être que je n'aurais pas tout perdu. Julien m'a regardé avec une intensité que je ne pouvais pas immédiatement interpréter. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la compassion. C'était quelque chose de plus rare. Savez-vous ce que Pierre pouvait gagner à cela? A-t-il demandé. Et maintenant sa voix avait la texture de quelqu'un qui assemble un puzzle en temps réel. Je ne connais pas les détails, mais je sais comment ça marche, ai-je répondu. Lorsqu'un traducteur modifie des clauses en faveur d'une partie, il y a généralement un accord parallèle. La partie bénéficiaire paye une commission pour la facilitation. C'est plus courant que les gens ne le pensent dans les négociations internationales. Julien est resté silencieux un long moment. Puis il a pris son téléphone et a passé un appel. Je n'ai entendu que sa partie de la conversation. « Antoine, c'est moi. J'ai besoin que tu enquêtes sur Pierre Dubois. Tout, compte, contact, appel des derniers mois. Je veux savoir qui est derrière lui et j'en ai besoin pour demain matin. » Il a raccroché et m'a regardé. Si ce que vous dites était vrai, et après ce que j'ai vu ce soir, je crois que ça l'est. Pierre n'a pas agi seul. Quelqu'un l'a placé dans mon équipe. Quelqu'un qui a vu cette négociation comme une opportunité de me détruire de l'intérieur. J'ai reconnu le ton. C'était le même ton que j'avais utilisé quand j'avais enfin compris ce que Stéphane avait fait. L'incrédulité cédant la place à une lucidité froide et implacable. « Monsieur Beaumont, Julien, a-t-il corrigé. Après ce qui s'est passé ce soir, je pense que les formalités sont inutiles. » J'ai hoché la tête. « Julien, qu'allez-vous faire? » Il m'a regardé un long moment, puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a sorti une carte de visite de la poche intérieure de sa veste et l'a posée sur la table, la faisant glisser vers moi. « Je vais refaire la négociation avec Sophie Muller à partir de 0, a-t-il dit avec une transparence totale. Et pour cela, j'ai besoin d'une traductrice en qui je puisse avoir une confiance absolue. J'ai regardé la carte puis Julien. « Vous m'offrez un emploi? Je vous offre la chance de refaire ce pour quoi vous êtes né, » a répondu Julien. « Pas comme une faveur, comme une nécessité. J'ai besoin de quelqu'un comme vous, et vous avez besoin de quelqu'un qui voit qui vous êtes vraiment. » J'ai ramassé la carte. Elle était lourde, texturée, avec des lettres en relief, le genre de carte qui appartenait à un monde d'où j'avais été expulsé. « Je ne peux pas, » ai-je murmuré. « Pourquoi? » Parce que mon nom est toujours entaché.
Si vous m'embauchez et que quelqu'un découvre qui je suis, le scandale retombera sur vous. Au lieu de résoudre votre problème, je vais en créer un autre. Julien s'est penché en avant. Marie, il y a 1 heure, j'étais sur le point de signer un contrat frauduleux qui aurait pu coûter des millions à mon entreprise. Vous avez empêché cela en n'utilisant que votre voix et votre courage. Si quelqu'un a le droit de me dire ce qui est risqué pour mon entreprise, cette personne ce soir, c'est vous. Et vous dites que le risque est important. Oui, alors j'ai besoin de quelqu'un qui comprend le risque, a dit Julien. Et clairement, vous le comprenez mieux que quiconque ayant jamais travaillé pour moi. J'ai tenu la carte entre mes doigts, les lettres en relief pressées dans ma peau, comme une promesse que je ne savais pas si je pouvais accepter. Réfléchissez-y, a dit Julien en se levant. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, mais avant de partir, je veux que vous sachiez quelque chose. J'ai levé les yeux. Ce soir, j'ai vu quelqu'un qui avait toutes les raisons de rester silencieuse, choisir de dire la vérité. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours, et ce n'est pas quelque chose que j'oublierai. Julien a boutonné sa veste, a laissé une note généreuse sur la table qui couvrait tout le dîner et les pourboires pour chaque serveur de l'équipe, et s'est dirigé vers la sortie. À la porte, il s'est arrêté et s'est retourné une dernière fois. Le ciel de Paris ferme à minuit, Marie, mais mon bureau ouvre à 8 heures. L'adresse est sur la carte. Et il est parti. Je suis restée assise sur la chaise de Sophie Muller, seule à la table 12, tenant une carte de visite qui pesait plus que n'importe quel plateau que j'avais jamais porté. Autour de moi, le restaurant achevait son rituel de fermeture, les lumières s'éteignant section par section, le bruit des chaises empilées, le murmure lointain de la cuisine en train d'être nettoyée. J'ai regardé le tablier sur mes genoux, puis la carte dans ma main. 2 mondes, 2 versions de moi-même. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un message de l'infirmière de l'hôpital Sainte-Marie. Anne a demandé si tu venais demain. Elle a dit qu'elle avait rêvé de ton père et qu'elle voulait t'en parler. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à mon père. Les ambassades, les dîners où chaque soir était une langue différente. La règle qu'il répétait comme une prière. Les mots sont des ponts, Marie. Quiconque sait les construire n'est jamais vraiment perdu. J'ai ouvert les yeux, glissé la carte dans la poche de mon tablier, à côté du téléphone et du stylo que j'utilisais pour prendre les commandes. Et pour la première fois depuis longtemps, quand je me suis levé de cette chaise, je ne me suis pas senti comme une serveuse prétendant que c'était tout ce que j'étais, ni comme une traductrice prétendant que je ne l'étais plus. Je me suis senti simplement comme Marie Dubois, entière, avec tout ce qui pesait et tout ce qui promettait, et demain, pour la première fois depuis des années, j'aurai une vraie décision à prendre. Je suis arrivé à l'hôpital Sainte-Marie avant les heures de visite. La réceptionniste me connaissait déjà par mon nom et par le sourire fatigué de quelqu'un qui avait peu dormi et s'était réveillé trop tôt. « Votre maman est réveillée », a dit l'infirmière. « Ah, c'est réveillée », a dit l'infirmière. Nuit calme, elle vous a demandé 3 fois avant 6 heures ce matin. Je l'ai remerciée et j'ai marché dans le couloir blanc que je connaissais déjà par cœur. Chaque carreau, chaque porte, chaque son d'une machine bipant en rythme constant. Au cours des derniers mois, ce couloir était devenu aussi familier que la cuisine du ciel de Paris. 2 mondes qui ne devraient pas coexister dans la même vie, mais qui alternaient comme les quarts d'une existence coupée en 2. Anne Dubois était assise dans son lit, ses lunettes perchées sur le bout de son nez et un livre ouvert sur ses genoux qu'elle ne lisait manifestement pas. Quand elle m'a vu à la porte, son visage s'est illuminé avec l'intensité de quelqu'un pour qui chaque visite était un cadeau qu'elle n'osait pas tenir pour acquis. « Ma fille », a-t-elle dit, et les 2 mots portaient le poids de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Je me suis assise sur la chaise à côté du lit et j'ai tenu la main de ma mère. La peau était fine, presque translucide, avec des veines bleues qui ressemblaient à des cartes d'une vie entière, mais la force de la prise était surprenante. Anne tenait la main de sa fille comme quelqu'un tient une encre.
L'infirmière a dit que tu avais rêvé de papa, ai-je dit. Anne a souri. Oui, il était assis à cette grande table de l'ambassade à Bruxelles. Tu sais, celle en bois sombre où il étalait ses documents. Et il riait. Ton père riait rarement au travail, mais dans le rêve, il riait comme s'il avait entendu la meilleure blague du monde. J'ai senti ma gorge se serrer. Je connaissais cette rue. J'y avais passé des après-midi entiers à faire mes devoirs pendant que mon père révisait des traités en 4 langues différentes. Et tu sais ce qu'il a dit? A continué Anne, ajustant ses lunettes. Il a dit, Anne, dis à Marie d'arrêter de cacher les ponts. Puis je me suis réveillé. Je me suis figé. La phrase du rêve, si proche de ce que mon père répétait toujours, m'a transpercé la poitrine avec la précision de quelque chose qui ne pouvait pas être une coïncidence. Les ponts, ai-je répété doucement. Tu sais comment ton père était avec ses métaphores, a dit Anne, serrant ma main. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire, et je pense que toi aussi. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai regardé l'écran. Numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Marie Dubois a dit une voix masculine, formelle et directe. Oui, je m'appelle Antoine Bernard. Je suis l'avocat de Monsieur Julien Beaumont. Il m'a demandé de vous contacter. Je me suis levé de la chaise et je me suis dirigé vers le couloir loin de la chambre de ma mère. Allez-y. Je serai direct, mademoiselle Dubois. Nous avons passé la nuit à enquêter sur Pierre Dubois, et ce que nous avons trouvé est plus grave que ce que M. Beaumont imaginait. Je me suis appuyé contre le mur du couloir. Le son de l'équipement médical en arrière-plan créait une bande-son étrange pour cette conversation. Pierre Dubois n'est pas un traducteur qualifié, et continuait Antoine. Il est titulaire d'un diplôme d'une institution qui n'existe plus. Son allemand est intermédiaire, fonctionnel pour une conversation de base, mais insuffisant pour une traduction juridique. Il a été embauché par la société de M. Beaumont il y a quelques mois, recommandé par un membre du conseil d'administration. Quel membre du conseil? Ai-je demandé. Et la question est sortie avec le naturel de quelqu'un qui avait déjà vécu ce genre d'enquête. Victor Girard, vice-président des opérations internationales chez Beaumont Group. J'ai traité l'information en silence. Un vice-président qui recommande un traducteur non qualifié pour une négociation de plusieurs millions de dollars avec une partenaire allemande. Les pièces s'assemblaient avec une logique perverse que je ne connaissais que trop bien. Monsieur Girard aurait-il quelque chose à gagner si le contrat avait été signé avec les termes modifiés? Ai-je demandé. Antoine a fait une pause. Vous êtes très perspicace, oui. La clause de 60-40 sur la répartition des bénéfices dirigeait de la différence vers une filiale qui, selon nos dossiers, est un lien direct avec une entité offshore contrôlée par Girard. J'ai fermé les yeux. Le même stratagème, la même structure. Des personnes en position de confiance utilisant cette position pour siphonner des fortunes pendant que d'autres signaient des documents sans savoir qu'ils signaient leur propre ruine. Monsieur Beaumont le sait-il? Ai-je demandé. Il vient d'être informé et il m'a demandé de vous transmettre un message personnel. J'ai attendu. Il a dit, dites-lui que maintenant je comprends pourquoi elle n'a pas pu rester silencieuse et dites-lui que l'offre tient toujours, plus que jamais. J'ai raccroché et je suis resté immobile dans le couloir un long moment. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de ma tête. Une infirmière est passée, poussant un chariot de médicaments. De la pièce voisine, quelqu'un a toussé avec la régularité d'une personne habituée à être malade. Je suis retourné dans la chambre de ma mère. Anne me regardait avec l'expression de quelqu'un qui lisait mieux les visages que n'importe quel livre. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé. Je me suis assise, j'ai regardé ma mère et j'ai décidé de tout raconter. Pas la version abrégée, pas la version adoucie que j'utilisais pour protéger Anne de la réalité. La version complète, le restaurant, le traducteur, le PDG, le murmure, la confrontation, l'offre. Anne a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, le silence dans la pièce était si profond qu'on pouvait entendre le sérum s'égoutter dans la perfusion.
Et pourquoi as-tu dit que tu ne pouvais pas accepter? A demandé Anne. Parce que mon nom est toujours entaché, maman. Si je refais surface dans le monde de l'entreprise, quelqu'un le découvrira. Ils feront le lien et au lieu d'aider cet homme, je détruirai sa crédibilité. Anne a retiré ses lunettes et les a posées sur le livre. C'était le geste qu'elle faisait lorsqu'elle était sur le point de dire quelque chose qu'elle considérait trop important pour toute distraction. Marie, ton père a passé toute sa vie à construire des ponts entre des gens qui ne parlaient pas la même langue, entre des pays qui ne se faisaient pas confiance, entre des cultures qui pensaient n'avoir rien en commun. Et sais-tu quelle était sa plus grande peur? J'ai secoué la tête. Que les ponts qu'il construisait soient utilisés par les mauvaises personnes. Que quelqu'un les traverse en portant des mensonges au lieu de la vérité. Anne a fait une pause. Ce que Stéphane t'a fait, c'est exactement ça. Il a pris le pont que tu as construit et l'a utilisé pour transporter du poison. Je n'ai pas pu répondre. Mais le pont n'a pas cessé d'exister, ma fille. Le pont, c'est toi. Ta langue est ta capacité à faire en sorte que les gens se comprennent. Stéphane a sali ton nom, mais il n'a pas détruit qui tu es. Et la nuit dernière, tu l'as prouvé. Pas avec un diplôme, pas avec un titre, avec ta voix. Les larmes que j'avais retenues depuis la veille ont finalement trouvé leur chemin. Elles sont tombées silencieusement, sans sanglots, sans drame, juste la libération de quelque chose qui avait besoin de sortir. J'ai peur, maman. Je sais, et ton père aussi. Chaque jour, dans chaque négociation, chaque médiation, il avait peur d'échouer. Mais il disait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je l'ai regardé à travers mes larmes. Il disait, « Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision que quelque chose compte plus que la peur. » Anne a serré ma main très fort. « Tu as sauvé un homme de signer un contrat frauduleux parce que tu savais que c'était juste. Maintenant, ce même homme t'offre la chance de redevenir qui tu es. Et tu veux refuser parce que tu as peur que quelqu'un découvre que tu es extraordinaire. » J'ai laissé échapper un rire mouillé. Quand tu le dis comme ça, je le dis comme ça parce que c'est comme ça, a dit Anne avec la douce fermeté que seules les mères avec des décennies de pratique peuvent gérer. Va, oh ma fille, construis les ponts que ton père t'a appris à construire. Et si quelqu'un essaie d'utiliser ces ponts pour transporter à nouveau des mensonges, cette fois tu seras du bon côté pour les arrêter. J'ai tenu la main de ma mère un instant de plus. Puis je me suis levé, j'ai embrassé le front d'Anne et je me suis dirigé vers la porte. Marie, a appelé ma mère. Je me suis retourné. Ton père serait fier de toi. Pas pour la nuit dernière. Pour chaque jour où tu as mis ce tablier et tu n'as pas abandonné. C'est aussi du courage. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai quitté la pièce et j'ai marché dans le couloir blanc d'un pas différent de ceux que j'avais pris en entrant. Pas plus rapide, pas plus confiant, juste différent. Comme les pas de quelqu'un qui a pris une décision et marche maintenant vers elle. Sur le parking de l'hôpital, je me suis arrêté à l'arrêt de bus et j'ai sorti de ma poche la carte de visite de Julien Beaumont. Les lettres en relief scintillaient sous le soleil du matin. L'adresse était dans le quartier financier, un monde entier loin de l'hôpital, du restaurant et du petit appartement où je gardais au fond d'un tiroir les qualifications que je n'utilisais plus. J'ai regardé la carte. Puis l'heure, 9h15 du matin. Julien avait dit que son bureau ouvrait à 8h. J'ai rangé la carte, j'ai traversé la route et je suis monté dans le premier bus en direction de la ville. Pendant le trajet, j'ai regardé par la fenêtre. La ville défilait en fragments. Des bâtiments, des gens, des voitures, des feux de circulation, des vies en mouvement. Et dans le reflet de la vitre, j'ai vu mon propre visage. Sans maquillage, des cernes sous des yeux qui avaient à peine dormi, les cheveux attachés avec le même simple élastique que toujours. Mais les yeux étaient différents. Il y avait quelque chose en eux qui n'était pas là la veille au soir. Ce n'était pas de la confiance. Il était trop tôt pour la confiance. C'était quelque chose de préalable. La décision d'essayer.
Le bus s'est arrêté sur la principale avenue du quartier financier. Je suis descendu et je me suis tenu sur le trottoir, levant les yeux vers les tours miroitantes qui s'élevaient autour de moi comme des monuments au pouvoir. Des gens en costume passaient en courant, des téléphones pressés contre des oreilles, des cafés dans des gobelets jetables, la chorégraphie frénétique de ceux qui appartiennent à ce monde. J'ai lissé la simple blouse que je portais. Je n'avais pas de costume, pas de talons, pas de mallette en cuir. J'avais une carte de visite dans ma poche et 7 langues dans ma tête. J'ai trouvé le bâtiment. J'ai poussé la porte tournante en verre. Le hall était spacieux, avec des sols en marbre et un bureau de réception qui ressemblait au comptoir d'un hôtel de luxe. « Bonjour », ai-je dit à la réceptionniste. « J'aimerais parler avec Monsieur Julien Beaumont. Avez-vous un rendez-vous? » « Non, mais dites-lui que Marie Dubois est là. Il saura qui je suis. » La réceptionniste a passé l'appel. J'ai attendu. Les secondes ont traîné comme si le temps lui-même avait décidé de tester ma détermination. Puis la réceptionniste a raccroché et m'a regardé avec une expression légèrement différente, quelque chose entre la surprise et le respect. « 12e étage, mademoiselle Dubois. Monsieur Beaumont vous attend. » J'ai marché jusqu'à l'ascenseur. Les portes se sont ouvertes avec un murmure métallique. Je suis entré, j'ai appuyé sur le bouton du 12e étage, et tandis que l'ascenseur montait, j'ai retiré l'élastique de mes cheveux et les ai laissés tomber sur mes épaules. Pas par vanité, par décision. Parce que la femme qui montait dans cet ascenseur n'était plus la serveuse du ciel de Paris, ni encore la traductrice que j'avais été. J'étais quelqu'un entre les deux, dans l'espace exact entre qui j'avais dû être et qui je choisissais de redevenir. Et cet espace, aussi étroit et effrayant soit-il, était le seul endroit honnête où je pouvais me tenir. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 12e étage. Et de l'autre côté, Julien Beaumont se tenait là, attendant. Pas derrière un bureau, pas assis dans un fauteuil en cuir, debout dans le couloir comme quelqu'un qui sait qu'une personne va venir mais ne sait pas si elle arrivera réellement. Quand il m'a vu, il n'a pas souri. Il a fait quelque chose de mieux. Il a hoché la tête une fois, avec le respect silencieux de quelqu'un qui reconnaît le courage quand il le voit. Et j'ai su à cet instant que les ponts que mon père m'avait appris à construire n'étaient pas détruits. Ils attendaient simplement que j'aie le courage de les traverser à nouveau. Julien Beaumont n'a rien dit quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Il a simplement hoché la tête et a marché à côté de moi le long du couloir du 12e étage, comme si ma présence là-bas était la chose la plus naturelle du monde, comme si des serveuses apparaissaient dans les bureaux des PDG tous les matins et que cela ne nécessitait aucune explication. Son bureau était spacieux mais moins ostentatoire que ce à quoi je m'attendais. Un bureau en verre, 2 bibliothèques remplies de volumes qui semblaient réellement lus, et une fenêtre qui donnait sur toute la ville. Sur le mur derrière le bureau, une seule photographie encadrée, un Julien plus jeune serrant la main de quelqu'un lors d'une cérémonie. Je n'ai pas reconnu la personne, mais j'ai reconnu le cadre. C'était une chambre de commerce internationale. « Asseyez-vous », a dit Julien, en désignant la chaise devant le bureau. Il s'est assis de l'autre côté et m'a regardé avec la même expression que la veille, détendu, sans jugement, avec l'attention totale de quelqu'un qui savait écouter. Avant de parler de travail, ai-je commencé, j'ai besoin que vous sachiez tout. Pas la version abrégée que je vous ai racontée hier soir, tout. Je vous écoute. J'ai raconté les procédures judiciaires que Stéphane avait laissées derrière lui, les clients qui m'avaient poursuivi, la licence d'interprète qui avait été suspendue pendant l'enquête et qui, même après que j'ai été blanchi, n'avait jamais été réactivée parce que la stigmatisation était plus grande que n'importe quel jugement. J'ai raconté que j'avais essayé de recommencer 3 fois dans des agences de traduction, des écoles de langue, des cabinets de conseil, et qu'à chaque fois que quelqu'un découvrait le scandale, les portes se refermaient avant d'avoir pu s'ouvrir complètement. Julien a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Puis il a ouvert un tiroir de son bureau et en a sorti une chemise. « Antoine a livré ceci ce matin », a-t-il dit, posant la chemise devant moi.
C'est le rapport complet sur Pierre Dubois et Victor Girard. J'ai ouvert la chemise. Les premières pages confirmaient ce qu'Antoine avait dit au téléphone. Diplôme frauduleux, allemand insuffisant, lien avec Girard. Mais les pages qui suivaient contenaient quelque chose que je n'attendais pas. Il y avait des relevés d'emails échangés entre Girard et Pierre des semaines avant le dîner au Ciel de Paris. Dans l'un d'eux, Girard donnait des instructions spécifiques. Gardez la traduction générique, adoucissez toute objection de l'allemande. S'il remet en question les chiffres, changez de sujet. L'Australien ne comprend pas un mot d'allemand. Utilisez cela. J'ai lu ce passage et j'ai dû m'arrêter. Non pas à cause de la révélation elle-même, mais à cause de la froideur clinique des mots. La même froideur que je reconnaissais, la même indifférence calculée de quelqu'un qui transforme la confiance d'une autre personne en un outil de profit. Continuez à lire, a dit Julien. À la page 6, il y avait des relevés de virements bancaires. Pierre Dubois avait reçu 3 paiements d'un compte lié à la filiale offshore de Girard dans les mois précédant la négociation avec Sophie Muller. Les montants étaient substantiels, mais ce n'est pas ce qui m'a fait arrêter de respirer. À la page 8, il y avait un nom, Stéphane Lemaire. J'ai lu le paragraphe 3 fois pour m'assurer que mes yeux n'inventaient rien. L'entité offshore de Girard avait un consultant externe enregistré dans un autre pays. Le nom du consultant était Stéphane Lemaire, la même personne qui avait détruit ma vie des années auparavant. « Ça va ?» a demandé Julien, remarquant le changement sur mon visage. « Stéphane, ai-je murmuré. L'associé qui m'a trahi, il est lié à Girard. » Julien s'est penché en avant. Antoine a identifié le lien aux premières heures. Nous ne savons pas encore si c'est une coïncidence ou si Girard connaissait votre histoire avec Stéphane, mais nous savons que le réseau est plus vaste que nous l'imaginions. J'ai posé la chemise sur le bureau. Mes mains ne tremblaient pas. Quelque chose avait changé depuis la veille, depuis l'hôpital, depuis l'ascenseur. La peur était toujours là. Il serait naïf de prétendre le contraire. Mais il y avait quelque chose de plus fort autour. La clarté qui venait d'avoir regardé la vérité sans se détourner. « Que comptez-vous faire à propos de Girard ?» ai-je demandé. Antoine a déjà engagé des procédures. Girard a été démis du conseil ce matin. Les comptes offshore sont en cours de traçage et Pierre fera l'objet de poursuites judiciaires pour fraude à la traduction. Avec les preuves que nous avons, y compris le témoignage de Mme Muller et le vôtre, le dossier est solide. Et Stéphane, nous coopérons avec les autorités. S'il est là où Antoine croit qu'il est, il sera localisé. J'ai hoché la tête. Il n'y avait ni satisfaction, ni vengeance, seulement la sensation étrange et silencieuse de voir des pièces qui avaient été dispersées pendant des années s'assembler enfin dans une image qui avait un sens. Maintenant, a dit Julien, changeant de ton, nous devons parler de Sophie Muller, de la renégociation. Elle a appelé ce matin, a dit qu'elle voulait reprendre la conversation, mais à une condition, que la traductrice soit vous. Je l'ai regardé fixement. Elle a demandé ça? Dans ses mots exacts, elle a dit que de toute la soirée au Ciel de Paris, la seule personne qui a traduit avec honnêteté était la serveuse, et que si nous voulons son partenariat, la serveuse doit être à table. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la fierté. C'était de la reconnaissance, le genre qui ne vient pas des diplômes ou des titres, mais de quelqu'un qui a vu qui vous êtes à travers ce que vous avez fait. Quand? Ai-je demandé. La semaine prochaine, ici, au bureau. Pas de restaurant, pas d'intermédiaire, personne qui n'a pas besoin d'être dans la pièce. Sophie, moi, vous et les avocats des deux parties. Je n'ai pas de licence de traductrice active, lui ai-je rappelé. Antoine y travaille déjà. Basé sur l'enquête qui vous a blanchi et les nouvelles preuves concernant Stéphane, il a déposé une demande de réactivation d'urgence auprès de l'organisme de réglementation. Ce ne sera pas immédiat, mais pour une réunion privée entre les parties, nous n'avons pas besoin d'une licence formelle. Nous avons besoin de confiance. Et ça, vous l'avez déjà gagné.
Je suis restée silencieuse un instant, puis j'ai regardé par la fenêtre du bureau. La ville s'étendait en contrebas comme une carte vivante. Quelque part là-bas se trouvait l'hôpital Sainte-Marie où Anne attendait des nouvelles. Quelque part se trouvait le ciel de Paris où Hervé avait probablement déjà affecté une autre serveuse à la table 12. Quelque part se trouvaient les années perdues, les portes fermées, les nuits où je servais du vin à des étrangers en étouffant la femme que j'étais vraiment. J'accepte, ai-je dit. Julien m'a tendu la main. J'ai serré la sienne et dans cette poignée de main, ferme, brève, sans cérémonie, il y avait plus qu'un accord professionnel. Il y avait la reconnaissance silencieuse de deux personnes qui comprenaient le poids de la confiance, car toutes deux avaient ressenti ce qui se passe quand elle est brisée. Des semaines plus tard, j'étais assise à la table du conseil d'administration de Beaumont Group. Pas en tablier, pas avec un plateau, mais dans un simple blazer qu'Anne avait insisté pour acheter avec de l'argent qu'elle gardait pour les urgences. Si ce n'est pas une urgence, je ne sais pas ce que c'est, avait-elle dit avec une obstination qu'aucun traitement ne pouvait éteindre. Sophie Muller est entrée dans la pièce et, en me voyant, a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Elle est allée directement vers moi, contournant Julien et les avocats, et m'a tendu la main. « Frau Dubois, Madame Dubois », a-t-elle dit avec un sourire qui a complètement transformé son visage sérieux. « Handlich arbeiten wir richtig zusammen. » Enfin, nous travaillons correctement ensemble. J'ai traduit automatiquement, puis j'ai réalisé que tout le monde dans la pièce avait compris le geste même sans la traduction. La réunion a duré des heures. J'ai traduit chaque mot, chaque clause, chaque virgule. Quand Sophie a soulevé une objection, j'ai traduit l'objection avec une précision chirurgicale, sans adoucir, sans omettre, sans transformer le malaise en éloge. Quand Julien a proposé une alternative, je l'ai transmise avec la même fidélité, y compris les hésitations, les mais, et les peut-être que les traducteurs paresseux ont tendance à éliminer parce qu'ils pensent qu'ils affaiblissent le message. À un moment donné, Sophie a fait une pause et m'a regardé avec une expression que je n'attendais pas. « Frau Dubois », a-t-elle dit en allemand, « pour la première fois dans cette négociation, j'ai l'impression d'entendre la véritable voix de M. Beaumont, pas une version éditée, sa voix. » J'ai traduit pour Julien, qui a écouté en silence, puis a hoché la tête vers Sophie avec un respect qui n'avait pas besoin de mots. Il n'y avait pas de filtre, pas de distorsion, seulement la vérité passant d'une langue à l'autre, comme l'eau coulant sur un pont propre. La répartition des bénéfices a été fixée à 50-50, comme elle aurait toujours dû l'être. La clause de juridiction a été réécrite pour inclure un tribunal d'arbitrage international neutre. Chaque terme a été discuté, traduit et confirmé par les deux parties avec la transparence que la première nuit au ciel de Paris aurait dû avoir. Quand Sophie Muller a signé le contrat, elle n'a pas regardé Julien. Elle m'a regardé. « Danke », a-t-elle dit pour la deuxième fois. Mais cette fois, le mot portait quelque chose de différent. Ce n'était pas de la gratitude pour avoir été sauvé. C'était de la gratitude pour avoir été respecté, pour avoir été entendu dans sa propre langue, sans filtre, sans manipulation, sans que quelqu'un d'autre ne décide ce que ces mots signifiaient. Julien a signé ensuite. Puis il m'a regardé et m'a dit assez bas pour que moi seul l'entende. Chaque mot compte. Vous me l'avez appris. Après la réunion, j'ai appelé l'hôpital Sainte-Marie. L'infirmière a répondu avec une voix que je reconnaissais. La voix de quelqu'un qui a de bonnes nouvelles. Les derniers résultats d'Anne sont meilleurs que prévu, a-t-elle dit. Le médecin veut vous parler, mais elle a mentionné que le traitement répond. La progression s'est stabilisée. J'ai raccroché et je me suis appuyé contre le mur du couloir du 12e étage. Le même genre de mur contre lequel je m'étais appuyé à l'hôpital lorsque j'avais reçu l'appel d'Antoine quelques jours auparavant. Mais maintenant, le couloir était de verre et d'acier, et l'avenir semblait fait d'un matériau différent. Ce soir-là, je suis allé à l'hôpital. Anne était assise dans son lit sans ses lunettes avec une expression que je connaissais bien. Le regard de quelqu'un qui attend d'entendre quelque chose qu'elle sait déjà.
Ils ont signé? A-t-elle demandé. Ils ont signé, et j'ai traduit chaque mot. Anne a souri. Le genre de sourire qui n'a besoin ni de dents, ni d'une santé parfaite pour être le plus beau sourire du monde. Ton père serait si fier, a-t-elle dit. Je sais, maman. Non, tu ne sais pas. Pas complètement. Anne a fait une pause. Il ne serait pas fier parce que tu as traduit un contrat. Il serait fier parce que tu t'es retraduite. Après des années à te cacher, tu t'es enfin retraduite dans le monde. Et c'est la traduction la plus difficile qui soit. J'ai tenu la main de ma mère, la même main fine avec des veines bleues, mais la prise était ferme. Aussi ferme que ce matin où j'avais décidé de traverser le pont que mon père m'avait appris à construire. Les mots sont des ponts, maman. Quiconque sait les construire n'est jamais vraiment perdu. C'est la phrase de ton père. Oui, et maintenant, c'est la tienne aussi. Anne a serré ma main et a fermé les yeux avec la tranquillité de quelqu'un qui peut enfin se reposer, sachant que la personne la plus importante de sa vie a retrouvé le chemin. Je suis resté là, tenant de la main de ma mère, écoutant le son régulier du moniteur cardiaque et le doux silence de l'hôpital la nuit. Et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis cette soirée au ciel de Paris. Le plateau d'argent, le vin rouge, le murmure qui a tout changé, les mensonges qui ont failli l'emporter, la vérité qui a tout coûté mais a rendu quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, la certitude de qui j'étais. Aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas commis une erreur monumentale. C'est probablement un peu des deux. La vie, n'est-ce pas? Rien n'est vraiment noir ou blanc. Rien n'est parfait. Mais c'est ma vie, ma vérité, et ces ponts, je crois bien qu'ils sont encore là, attendant d'être